cette opportunité pour parler de la crise qui a commencé il y a plusieurs mois entre la Russie et l'Ukraine, pour vous poser la question, est-ce que c'est pas seulement, c'est juste la partie visible de l'iceberg d'un affrontement entre ce nouvel ordre mondial, si on puisse l'appeler ainsi, qui essaye d'émerger ou de jeter des ponts avec l'ordre mondial existant. Est-ce que cette crise, c'est seulement un refus des États-Unis d'une alternative à leur hégémonie? C'est comme dans tous les pays, il y a toujours des rapports de force, hein. On le voit bien ces jours-ci aux États-Unis, tout le monde n'est pas pour la guerre. Donc c'est un débat permanent. Et on a bien vu qu'à l'occasion de Trump, il avait une gestion des rapports internationaux qui n'était pas celle qu'affichent les démocrates d'aujourd'hui. Absolument. On a vu à l'époque Clinton que pour qu'il accepte, de faire sauter le verrou du système financier, et deux, qu'on bombarde la Yougoslavie, il a fallu qu'on lui sorte l'affaire Lewinsky, sinon il était contre. Idem, on a bien vu qu'à l'époque de Nixon, il a fallu Watergate pour qu'il accepte de faire sauter un certain nombre de verrous. Donc, les États profonds, ça a toujours existé. Je sais que des gens n'aiment pas qu'on utilise le mot État profond. Disons que les équilibres de force ont toujours existé. Bon. Alors, évidemment, ce que nous dit la guerre d'Ukraine, c'est que beaucoup de gens croient au chaos, qu'on peut sortir avec une solution du chaos. Mais quand on crée un chaos, il y a beaucoup de gens qui calculent, mais différemment, pas forcément, qui ne travaillent pas dans la même direction, même s'ils ont décidé ensemble disons, une politique. On peut même imaginer que lorsque Biden et Poutine se sont rencontrés en janvier à Genève, ils ont décidé ensemble de cette guerre. Évidemment, avec des raisons totalement différentes. Les Américains voulant la chute de l'Allemagne parce qu'ils ne veulent pas d'une Europe indépendante, les Russes voulant précipiter une espèce de mariage avec l'Allemagne pour ne pas être trop dépendant des Chinois. Enfin bref, mais chacun peut calculer à sa façon. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à ce résultat. Par ailleurs, chez les Américains, vous avez beaucoup de gens qui disent d'une certaine façon, il faut démanteler la Russie et faire en Russie qu'il y ait une dizaine de territoires plus ou moins autonomes et qui deviennent des territoires de ressources naturelles que contrôleront les États-Unis. Et comme ça permet la domination du dollar et ça permettra aux États-Unis d'avoir une pression sur la Chine par le nord et pas uniquement par le sud. Donc, il y a beaucoup de calculs. Mais dans cette affaire, on a bien vu que ce qui a été utilisé, c'est l'arme économique, l'arme financière à partir des États-Unis, alors qu'ils reprochent aux Russes d'utiliser l'arme gazière. Et cette arme s'est avérée une arme à double tranchant, puisqu'elle s'est retournée contre l'Occident, qu'il s'agisse d'inflation, qu'il s'agisse de pénurie de matières premières, qu'il s'agisse tout simplement de découverte du fait que, l'économie russe n'était pas aussi faible, et deux, que l'économie occidentale n'était pas forte. Et donc, on se rend compte que les calculs n'ont pas été menés de façon très, très compétente. Évidemment, il nous apparaît comme ça que les Américains sont gagnants parce qu'ils vendent le gaz de schiste et que le dollar monte. Mais en réalité, c'est la Russie qui était dans une situation qui était précaire et qui se porte mieux depuis la guerre en termes économiques. Alors quand on analyse les faits économiques réels, c'est-à-dire quand on regarde par exemple la parité de pouvoir d'achat et non pas les monnaies telles qu'elles s'affichent, d'abord on se rend compte que, étant donné les manipulations de dollars, etc., et les manipulations sur l'or, la réalité du dollar, c'est qu'il vaut aujourd'hui le 10e de sa valeur. Et si on est très gentil, il vaut le 6e de sa valeur, selon les méthodes de calcul.
Donc, imaginons ce que ça signifierait pour l'Américain moyen si le dollar était valorisé à sa vraie valeur. Ouais. L'euro ne doit pas exister. Idem. Je veux dire, l'Allemagne existe, un pays industriel. L'Italie est un pays industriel. Ben, la France, on ne sait plus très bien ce que c'est. C'est un pays touristique, ils ont du potentiel, mais ils n'ont plus d'industrie. Et donc, c'est une situation qui met chaque pays face à un miroir qui n'est pas forcément très, très beau. Alors, si on regarde la réalité, c'est que si on enlève, par exemple, du PIB américain, ce qui est survalorisé, par exemple la médecine, je ne sais pas, un certain nombre de services qui sont valorisés très très haut, mais vous savez, un acte médical russe, un acte médical américain est le même. D'accord? Donc si on remet à leur valeur ces éléments-là, on se rend compte, par exemple, qu'en termes de production industrielle, bah, la Russie est un pays qui n'est pas du tout un pays faible. Et déjà, même si on garde la totalité de ce qu'enregistrent les Américains en parité de pouvoir d'achat, la Russie est aujourd'hui sixième. Elle est Absolument. après la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Allemagne et le Japon. Le Enfin, Japon. c'est-à-dire quand je vois quand je vois des petits analystes, enfin, dans des télés occidentales dire la Russie est équivalent à l'Espagne, c'est amusant, quoi. C'est amusant et c'est humiliant de voir que des pays qui se disent aussi évolués parlent avec, je dirais même pas d'une si grande mauvaise foi, parlent d'un point de vue de l'enfermement, du déni. C'est Avec, humiliant pour l'humanité de voir que les peuples civilisés arrivent à ce niveau. Voilà, voyez. absolument. Avec aussi peu de clairvoyance, si je puis dire. C'est Haj Nasser, je voudrais qu'on parle un peu plus sur la crise Russie-Ukraine. Et selon votre avis, quel serait le dénouement? Est-ce que il y a une éventualité de guerre mondiale, in fine, ou bien euh, les parties prenantes vont comprendre qu'il n'y a pas une autre solution que de s'asseoir autour d'une table et trouver une solution? Vous savez, moi, je n'ai pas, je veux dire, c'est pas vraiment mon domaine. Ce que j'ai vu, c'est que le chef des états-majors américains a dit, je ne vais pas sacrifier Los Angeles ou Chicago, je pense, pour Varsovie. Absolument. Donc, on ne parle même plus de Kiev, on parle de Varsovie. D'accord. Deuxièmement, l'Amérique nous a appris déjà dès 1945 qu'elle peut bombarder un pays pour le supprimer. Je parle déjà à l'époque de la France et de l'Allemagne. Mais elle nous a appris plus tard qu'elle pouvait abandonner n'importe quel pays sur le chemin. Troisièmement, il est clair que, quoi qu'en disent les propagandistes, l'armée russe ne mène pas encore une guerre absolue de façon classique. Ils ont sorti euh, tout à fait au début de la guerre, il y avait un soldat russe pour 2 à 3 soldats ukrainiens. Or, en général, quand on envahit un pays, c'est plutôt 5 pour 1. Il aurait fallu donc presque 1,5 million de soldats russes pour faire face à l'Ukraine pour l'envahir. Que dans l'ordre des pertes, selon les sources américaines, il y a, selon les sources, entre 1 pour 6 ou 1 pour 10 de morts, évidemment, le 1 étant russe et les 10 étant, ou le 6 étant l'ukrainien. Nous avons une armée ukrainienne dont les meilleures troupes ont été décimées, qui est complètement soutenue, approvisionnée par l'Occident. Donc, on a bien vu l'engagement de l'OTAN. En réalité, c'est une guerre OTAN en Russie. C'est la raison pour laquelle la victoire et la défaite n'est pas facile à analyser. L'intérêt du fait qu'on parle d'Ukraine et qu'on ne parle pas d'OTAN, c'est qu'on peut toujours justifier une grande défaite par la faute de Zelensky qui n'a pas accepté de négocier. Donc aujourd'hui, tout le monde a intérêt à négocier. Je dirais l'OTAN a intérêt à négocier puisqu'elle n'a pas prouvé sa capacité à mener une guerre classique, d'autant que la Russie, on va dire, n'a pas vraiment sorti ses armes. Elle a utilisé l'Ukraine
comme un terrain de démonstration sur certaines avancées technologiques, hein, notamment l'hypersonique, la précision des tirs. Bon. Alors, comment peut-on s'en sortir pour que les États-Unis ne perdent pas la face? Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre l'effondrement des États-Unis ni l'effondrement de l'Occident. Donc, c'est la faute à Zelensky, hein. Voilà. Deux, on peut dire que, d'une certaine façon, sans que ça soit reconnu définitivement, mais ce pays peut être facilement découpé entre intérêts polonais, hongrois, roumains et puis russes, hein. Je ne sais pas, c'est pas une solution qui arrange la Russie. La Russie préfère reprendre les parties russophones et laisser une partie centrale, y compris avec une capitale Kiev, très très affaiblie, parce que il vaut mieux laisser l'exemple de pays qui n'ont pas une capacité d'avoir une vision propre de leur avenir ou d'un avenir qui leur soit autonome, hein. Et puis, c'est un effet de démonstration par rapport à toute la marge russe. Il y a beaucoup de pays à la marge de la Russie. On a bien vu qu'on a essayé de les chatouiller en Arménie, la Géorgie. Ce sont des pays qui étaient bien gérés d'une certaine façon, entre guillemets, à l'époque soviétique, et qui depuis lors n'ont que des problèmes, hein, le Haut-Karabakh, etc. Donc il y a un effet démonstratif, hein, que moi je ne maîtrise pas. Mais il y a surtout le fait que le dilemme pour les Russes comme pour les Chinois, c'est comment aider les Américains à sauver la face. Et d'où, c'est dans ce cadre qu'il faut apprécier la sortie du coordinateur des chefs d'état-major américains quand il dit il faut aller à Absolument. la négociation. Et j'ai trouvé, moi, personnellement, que le fait que Zelensky dise j'y vais pas, j'ai trouvé ça plutôt comme une bonne nouvelle. Parce qu'on peut lui mettre ça sur le dos. De toute façon, Absolument. il est sacrifiable. De toute façon. Absolument. Comme on dit, il faut un général pour faire la paix. Mais Toujours. bon, absolument. Je comprends que vous pensez que ça va finir autour de la table de négociation avec un bouc émissaire qui est Zelensky et l'Ukraine. Mais vous pensez ça même au détriment que le résultat final soit un rapport de force encore plus grand en faveur de la Russie et de la Chine vis-à-vis de la tentative américaine de garder l'hégémonie. Vous pensez que même si c'est ça le C'est-à-dire, résultat, écoutez, les Américains, ils ont encore deux armes de guerre qu'ils maîtrisent bien. C'est la communication, le soft power, et les finances. L'armement physique, à mon avis, ils n'ont plus d'avancée. Alors oui, pardon, il y a une troisième encore étage qu'ils maîtrisent un peu, et encore pas vraiment, c'est comment on appelle ça, la guerre de l'espace. Enfin, les satellites, etc., ils sont présents. Et encore, ils sont présents parce que dans le fond, les Russes ne peuvent pas se permettre d'abattre les satellites, parce que abattre les satellites, c'est un véritable début de guerre mondiale nucléaire, hein, parce que quand vous n'avez plus de satellites, c'est qu'on vous attaque, donc vous envoyez vos bombes. Donc les Américains ont encore à peu près ces trois niveaux. Ils voient ce qui se passe dans le monde, ils ont des instruments financiers très très puissants, qui sont des instruments qui peuvent avoir un double sens, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis ils ont un soft power extraordinaire, hein, parce que on a bien vu en Algérie, toutes les élites ont envie de vivre à l'américaine ou à l'européenne, peu importe, hein. On le voit bien dans le monde arabe, je veux dire, tous ces immeubles, etc., tous ces gratte-ciels. Là où c'est pas nécessaire, c'est parce qu'on veut vivre américain, etc. Ça c'est, je me souviens bien, moi, quand j'étais tout petit, on ne disait pas le RE, on disait le Maricani. Le Maricani, hein. C'est-à-dire, absolument. c'était devenu synonyme de héros. Et c'est puissant parce que on a bien vu des élites russes partir parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas leur venir à l'esprit que la guerre puisse les mener à être, disons, dans la difficulté d'aller de temps en temps à New York ou à LA. En dehors de ça,
d'une certaine façon, ils ont perdu la guerre. Ouais. Parce qu'ils ont essayé toutes leurs armes. Mm. Et ça n'a rien donné. Et pendant une période où les Russes n'ont rien essayé, ce n'est qu'après qu'ils ont sorti des armes les supersoniques, hein, et puis l'hypersonique. Et puis, ils n'avaient même pas bombardé, ils avaient laissé toutes les routes ouvertes, c'est-à-dire que les armes rentraient. Je veux dire, Absolument. Surtout, après, on a dit oui, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le ciel. Enfin, ils étaient en permanence à défier les Russes de maîtriser le ciel. Ils leur disaient oui, regardez les Américains, comment ils ont fait en Irak. Mais en Irak, ils ont tué 500 000 enfants, hein. Je ne parle même pas des adultes. Et là aussi, on voit que les Russes qui ont une approche de la guerre qui n'est pas, je veux dire, c'est pas des saints. Et la guerre, c'est la guerre, hein. Mais ils n'avaient pas forcément envie de tuer beaucoup, ni de détruire beaucoup. C'est à chaque fois qu'ils montent en cadence, c'est un message. Dans le fond, c'est pas de l'Ukraine dont il s'agit. À chaque fois qu'il y a une montée en cadence en Ukraine, c'est un langage avec les États-Unis, avec l'OTAN. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, à mon avis, quand ils montent en cadence et qu'il n'y a pas de capacité de réaction de l'autre côté, c'est un effet de démonstration. Mais il y aura encore des développements. Ce n'est pas encore arrivé à temps, puisque nous avons bien vu ces derniers temps que des discussions avaient démarré à Ankara entre la CIA et les services russes, mais le Pentagone et la DIA n'étaient pas d'accord. Et donc, ils ont remis encore sur le terrain les accords entre CIA et les Russes. Et c'est ce qui vaut, on va dire, la montée en cadence de la Russie en Ukraine actuellement.